C'est la première déception, c'est de se dire « Ok, ben, je vois bien qu'il ne se passe rien et que les finances n'arrivent pas et que j'ai plus de nouvelles de mon financier. » Et là, c'est un coup dur. Et il faut l'encaisser, c'est pas évident. Et le storytelling, ça commence là. C'est pas que pour des financiers, alors on en parlera, il y a aussi les financiers et les investisseurs. Bien sûr, hein. Mais le storytelling, c'est aussi pour embarquer les talents, les personnes qu'on a envie de voir travailler avec nous. J'ai joué le réseau. Et je pense que c'est clairement une leçon que tout le monde peut garder en tête. Faites jouer votre réseau. Regardez qui peut vous présenter quelqu'un, qui peut être éligible. Donc, toi, c'est ce que tu as fait. Oui. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rebecca Vianello, CEO de Hive&Biz, pour un épisode d'une série toute nouvelle sur My Marketing Podcast. Oui, aujourd'hui, on va vous présenter des CEO et c'est Rebecca qui ouvre le bal pour nous parler de comment elle a construit, lancé, commercialisé un CRM dédié aux labos pharmaceutiques et aux visiteurs médicaux. Je ne vais pas spoiler, vous allez voir. Rebecca a la particularité d'avoir lancé un logiciel sur un marché qui était déjà très concurrentiel et pourtant, elle a déjà des clients. Bienvenue Rebecca sur My Marketing Podcast. Merci Sandy. Tu sais que je vais te poser 1000 questions. J'imagine. Alors Rebecca, la particularité, c'est que nous, on travaille ensemble déjà depuis un bon moment. Et j'ai eu envie de te donner la parole parce que tu as un parcours qui, je pense, va intéresser énormément d'auditeurs de My Marketing Podcast, puisque toi, tu es capable de nous dire toutes les étapes de ton produit, puisque c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui as développé, et tu l'as développé d'une manière assez atypique. Je ne vais pas spoiler, puisque tu as notamment impliqué un panel d'experts, et tu vas également nous parler comment tu commercialises aujourd'hui ton CRM, ton logiciel SaaS, Hive&Biz, alors que tu n'es même pas du milieu de la tech. Arrête-moi si je... Non, c'est totalement vrai ce que tu dis. Donc ma première question, Rebecca, moi je le sais, mais c'est souvent une question que les gens se posent, c'est comment on a l'idée un jour de lancer quelque chose qui est quand même relativement ambitieux. On parle d'un logiciel pour des laboratoires pharmaceutiques. Comment toi t'en es venu là? En quelques mots, tu peux nous dire, est-ce que tu t'es levé un matin en disant Eureka ou voilà, c'était un peu plus long? Je dirais que ça a été assez rapide. J'ai eu la chance, donc moi, dans mon parcours, de travailler dans le milieu pharmaceutique. Et je suis rentrée à l'époque dans un petit laboratoire, dans une petite structure. Et j'ai eu à côté de moi un directeur bienveillant qui m'a permis en fait de connaître les rouages en fait de l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai pu en fait participer à plein de tâches, plein de missions au sein de mon laboratoire. Et une des missions qui m'a le plus attirée, on va dire, c'était de travailler en collaboration avec les visiteurs médicaux. Donc il faut savoir qu'un laboratoire pharmaceutique, pour assurer la promotion de ses produits, il a besoin d'une force commerciale. Il a besoin de visiteurs médicaux. Et ces visiteurs médicaux, ils vont à la rencontre des professionnels de santé et ils vont assurer la promotion des produits. Ce sont des commerciaux, en fait. Ce sont, oui, de vrais commerciaux, en fait. Et ces commerciaux, bien évidemment, ils ont besoin d'aide parce qu'ils ont de larges secteurs et ils ont besoin d'être équipés, d'avoir des outils, en fait, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout se rappeler dans sa tête de qui on a vu, qu'est-ce qu'on lui a présenté comme produit, qu'est-ce qu'il en a pensé. Donc, à un moment donné, on se pose la question de se dire qu'est-ce qu'on met en place pour ces équipes commerciales. Et à l'époque, on avait des tableaux Excel. C'est un peu limité. Et puis, c'est surtout qu'on n'analyse pas, en fait, des tableaux Excel. Donc, on se dit, on va trouver un logiciel. À l'époque, on commençait déjà à voir les premiers logiciels. Toi, vous avez la formule, et ça existe encore, c'est la formule générique, celle qui n'est pas très chère et qu'on essaye un petit peu d'adapter. Et puis après, il y a la formule très chère, forcément, où là, c'est du sur-mesure. Donc à l'époque, on n'était pas une grosse structure et on décide de partir sur la formule générique. Et très vite, en fait, on fait un constat, c'est que les visiteurs médicaux, ils sont hyper déçus parce qu'ils ne s'y retrouvent pas du tout. Ils trouvent que les champs, ils ne sont pas adaptés à eux. Donc très vite, ils nous font remonter les informations. Ils nous disent, on n'est pas content, j'imagine. On n'est pas content, on n'a pas envie d'utiliser cet outil. Qu'est-ce que vous nous avez mis entre les mains, clairement? Oui. Alors déjà qu'ils n'avaient pas envie, mais en plus, c'était pas adapté. C'est ça, parce qu'il faut savoir que des commerciaux, à la base, ils n'ont pas du tout envie d'aller dans l'informatique. Et c'est pas que dans le secteur pharma, c'est de manière générale. De manière générale, on n'a pas envie. Donc, puis encore moins, il y a une quinzaine d'années, encore moins. Donc, je vais voir mon directeur et je lui dis, on n'arrive pas au résultat qu'on veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir les aider à travailler mieux sur le terrain. Et on n'y arrive pas parce qu'on ne récolte pas d'informations, parce qu'il trouve que mettre cette information-là, ça ne sert à rien. Il me dit, est-ce que tu as une solution, Rebecca? Je lui dis, écoute, pourquoi pas travailler en partenariat avec notre prestataire informatique et monter notre propre solution. Et il me dit, écoute, si tu te sens de le faire, banco, vas-y. Il t'a fait confiance, en tout cas. Il m'a fait confiance. Bon, on avait vraiment une étroite, en fait, collaboration entre nous. Et c'est ça qui était sympa, en fait, dans ce labo-là, c'est qu'il y avait une vraie confiance, en fait. OK. Et donc, de là, toi qui n'es pas du tout un profil technique... Je travaille en collaboration avec la société, notre prestataire informatique, et on monte une solution. Très vite, donc, on l'a fait tester en interne. Donc, on monte la structure de base qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on met dans un CRM? On met les contacts,
On met ses visites, on met son agenda. Donc, oui, les fonctionnalités de base. Les fonctionnalités de base. Donc, on part là-dessus. Et puis après, on le met dans la main des visiteurs médicaux. Qu'est-ce qui se passe ? On a les premiers retours. Donc, forcément, on améliore, on adapte pour avoir un vrai résultat, en fait. Mais ils se mettent à l'utiliser quand même. Mais ils se mettent à l'utiliser complètement parce que c'est ça l'idée, c'est aujourd'hui de se dire qu'il faut arriver à séduire les principaux utilisateurs. Et les principaux utilisateurs, il ne faut pas oublier que ce sont les visiteurs médicaux. Et oui, parce qu'en fait, c'est un peu la problématique pour tous les CRM. Si les utilisateurs ne les utilisent pas, s'ils ne mettent pas de la donnée dedans, ils ont des CRM vides et ils n'en font pas grand-chose. Complètement. Moi, je le vois chez nos clients. Il y en a certains, ils te disent, on a des CRM. Alors, ils ont des brutes de CRM, des leaders du marché. Alors, on ne parle pas forcément de Labo Pharma, mais ils te disent, mais en fait, il y a peut-être que 30% de nos données qui sont dedans. Et oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est pas que le logiciel ne marche pas. C'est Non. qu'en fait, les gens n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de l'utiliser. Parce que c'est pas adapté à leurs besoins, parce que ils ont peut-être l'impression d'être fliqués aussi. C'est quelque chose qui leur déplaît. Complètement. Et au final, il y a une grosse déperdition des données. Et toi, finalement, tu avais perçu ça et tu as créé l'origine un peu de Hive&Biz en te focalisant sur comment je récupère le plus de données possible. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut séduire en fait les utilisateurs de base. Et les utilisateurs de base, comme je te l'ai dit, c'est vraiment les visiteurs médicaux. Donc l'idée émane de là, de monter Hive&Biz et de se dire, ok, très bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arriver à développer la solution qui va à la fois séduire donc, les visiteurs médicaux, mais aussi les directeurs de vente, parce que malgré tout, ils sont juste au-dessus d'eux et ils sont une grande aide pour les visiteurs médicaux. Et puis, bien évidemment, après, les autres personnes du siège, les directeurs, les responsables compliance, il faut aussi que tout le monde trouve un vrai attrait dans la solution. Donc, en fait, l'idée derrière de cette collecte de données, c'est que ça va permettre aux directeurs des ventes et puis aux autres personnes qui sont à des niveaux plus stratégiques, d'avoir des données qui sont non pas simplifiées, mais faciles à aborder pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Oui, complètement. Au travers d'Hive&Biz, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a déjà aidé les visiteurs médicaux. On a mis en place déjà des tableaux au sein de l'outil qui sont juste des outils en fait d'analyse, mais surtout de lecture. Donc c'est vraiment un travail déjà simplifié, mâché en fait pour les visiteurs médicaux. Parce que comme j'ai cette expérience de l'industrie pharmaceutique, je sais exactement les questions qu'on est amené à se poser en tant que visiteur médical et aussi en tant que directeur des ventes. Donc l'idée, en fait, au travers d'Hive&Biz, c'est de profiter de cette expérience, de la mettre à profit et de mettre en place ces fameuses statistiques, on va dire, qu'une fois qu'on a collecté l'information, c'est d'aller l'analyser, mais non pas de demander aux visiteurs médicaux déjà d'aller essayer de faire des tableaux croisés dynamiques en croisant les données pour essayer... Ils ont tous perdu, là. Mais bien sûr, mais c'est comme ça que le font dans certains outils, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc j'entendais souvent, quand je rassemblais mon panel d'experts, on me demandait de sortir telle information. Alors, les visiteurs médicaux disaient, alors moi, je vais chercher le nom de mon médecin, le RPPS de mon médecin, la dernière fois où je l'ai vu, le nombre de fois où je l'ai vu. Je mets tout ça ensemble, je mixe ma salade, et puis, il n'y a rien qui arrive. Ah bah oui, sans blague. Voilà. Donc, je disais, effectivement, c'est un peu compliqué. Je me disais, déjà, ne serait-ce que de penser la structure d'un tableau, c'est déjà pas simple. C'est ça. C'est qu'en fait, toi, tu t'es dit comment on résout ce problème de Retraiter. Redistribuer et retraiter la donnée et que ce soit pas à l'utilisateur de le faire. Complètement. Hyper intéressant. Et tu as dit un mot que je trouve plus intéressant, c'est le panel d'utilisateurs. Ça, on va en revenir juste après parce que ça fait partie des choses que je veux vraiment aborder aujourd'hui avec toi sur comment on construit un produit. Mm-hmm. Mais avant ça, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, tu as une idée, mais ton idée, elle est venue d'une connaissance approfondie de ton marché. Donc, tu savais... Oui. Tu avais quand même bien vu on qui a était travaillé en place. ensemble, l'étude de marché. Et c'est ça. Et c'est que du coup, toi, tu as commencé par faire une vraie étude de marché. C'est là où on a commencé d'ailleurs à travailler ensemble. Je t'avoue, tout le monde n'a pas cette idée-là dès le départ. Et c'était très rationnel de ta part de se dire, OK, je comprends mon marché, mais je veux le comprendre à fond. Et donc, on a fait ensemble cette étude de marché. Alors attention, je tiens à le dire, Rebecca a fait aussi beaucoup de recherches. Nous, on a surtout aidé à structurer et à déterminer quels étaient les angles, le positionnement et où est-ce qu'on allait se mettre sur le marché. Mais c'était vraiment une collaboration complète. Et du coup, toi, tu as identifié dans le positionnement que tu voulais adopter, parce que le marché est large et concurrentiel, comment tu as trouvé ton positionnement ? Tu t'es dit, on va aller se positionner sur quoi pour être différenciant? L'idée était justement de savoir quelles étaient les insatisfactions. Donc, au travers de l'étude de marché, on a interviewé donc, un panel assez large. L'idée, c'était vraiment d'avoir un maximum d'informations sur ce qui se passait sur le marché. On a très vite tiré des conclusions parce que malgré tout, il n'y en a pas non plus beaucoup qui se lancent dans un CRM métier spécifique. C'est très facile aujourd'hui de trouver un CRM générique. Oui, mais trouver un CRM métier, c'est pas simple. Alors oui, il y en a, on en a fait le constat, il y en avait, et c'était de se dire, ok, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, et tirer des conclusions, et justement de se dire comment on va nous se positionner avec Hive&Biz. Donc le résultat, il est là.
En général, ce qui revenait, c'était le fait que les outils étaient complexes, difficiles d'utilisation pour les commerciaux. Donc souvent, on leur met ces outils dans les mains, on les forme en 24-48 heures, on les envoie sur le terrain avec ces outils et c'est pas simple. Donc en général, ils nous disaient les outils sont complexes à prendre en main. Et puis, si c'est complexe à me prendre en main, forcément, c'est difficile d'aller mettre de la donnée dedans parce qu'on ne sait pas où mettre la donnée. Et ensuite, l'analyser, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de croiser les données. Si on ne leur met pas déjà les tableaux déjà tout faits dans la main, c'est compliqué pour eux après de faire ce travail. Je me souviens qu'il y avait un problème de qualité des données aussi. Il y avait un problème de qualité des données parce que forcément, on ne sait pas toujours où mettre l'information dans l'outil. Donc, on en vient à se dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour dire de trouver une solution qui soit intuitive? Parce qu'aujourd'hui, ce qui remonte, c'est donc, comme on disait, c'était la complexité de l'outil pour les commerciaux qu'ils sont. Parce que eux, c'est pas leur travail d'aller passer une journée sur un ordinateur pour aller saisir des informations. Donc, il faut que ce soit fluide. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que souvent, ce sont des gens qui sont itinérants. Bien sûr. C'est pas des gens derrière un bureau toute la journée. Ce sont souvent des gens qui sont pas sédentaires, qui se passent une grande partie de leur journée en voiture. Je me souviens quand on débriefait des entretiens, c'était moi, j'ai passé ma journée en voiture. Le soir, je rentre chez moi. J'ai autre chose à faire que de passer encore 4 heures à saisir mes données. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut se dire, il faut trouver un outil simple d'utilisation. Malgré tout, il faut qu'il soit facile. Simple, rapide. Il faut qu'il soit facile pour eux et pratique. Donc, l'idée, c'est de travailler vraiment sur ça avec IvenBiz. Et c'est comme ça qu'en fait, sur le positionnement, on a identifié qu'il y avait ce créneau à prendre sur la donnée facile à collecter, l'outil facile à utiliser. On en reviendra peut-être un peu plus tard, mais voilà, c'est vraiment le positionnement qui a été adopté. Et sans spoiler, c'était plutôt une bonne idée de le faire. Ok, donc en fait, moi, ce que je voudrais que tu me dises, c'est que là, tu as étudié ton marché. Et juste après, pour ceux qui nous écoutent, ils se disent, OK, mais comment elle a fait passer entre j'ai l'idée, j'ai étudié mon marché, c'est de quoi ils ont besoin. Maintenant, il faut construire ce produit. Il faut construire ce logiciel. Et je rappelle, tu n'es pas développeuse, tu n'es pas du milieu de la tech. Non. Tu sais juste très bien ce que tu veux, mais il va falloir passer par la case. Mais il faut l'écrire. Alors, il faut l'écrire et on l'écrit dans un cahier des charges. Tout à fait. Et là, prochaine étape, comment tu as fait? Parce que ça, je t'assure qu'autour de moi, pour avoir eu plein de gens, c'est l'étape qui les bloque. Comment je passe de je sais ce que je veux à je matérialise la chose? C'est totalement vrai. C'est une étape compliquée. Merci de le dire, de ne pas nous vendre du rêve non plus. Non, c'est une étape compliquée et en toute sincérité, je ne l'avais pas mis dans mon schéma. Elle n'y était pas, cette case-là. C'est juste qu'un honnête, jour, merci. C'est juste un jour, on me dit, c'est très bien, tu as une excellente idée, tu connais ton marché, tu sais ce que tu veux, mais il va falloir le rédiger. Et là, je me dis, OK, très bien, mais on fait comment? Il va falloir s'entourer d'une personne parce que j'avais pas les compétences pour dire de rédiger ça. Et sur mon parcours, je fais la connaissance d'Alexia Ribeiro, qui a l'habitude de rédiger des cahiers des charges. Et l'idée, c'est de la convaincre et de l'emmener avec moi. Et de lui dire, voilà, moi j'ai une idée et j'ai besoin de toi pour m'aider à la mettre sur papier. Donc elle me dit, écoute, je suis très prise. Oui, on le sait. On le sait, elle travaille très très bien et elle a de beaux clients. Il faut que tu arrives à me convaincre. Et si tu me convaincs, à ce moment-là, sur mon temps libre, on ira rédiger ce fameux cahier des charges. Donc, j'ai une grosse pression, bien évidemment. Je me dis, j'ai une petite heure pour la convaincre de l'embarquer avec moi. C'était ton premier pitch, en fait. C'était mon premier pitch. Et donc, je lui présente mon produit. J'avais vraiment... mon idée, elle était là. Et il fallait qu'elle se concrétise. Je pense que je lui ai raconté une belle histoire parce qu'à la fin, elle me dit, c'est bon, je viens avec toi. Alors, je vais t'arrêter parce que tu as dit un mot que j'adore. Tu as dit, j'ai raconté une belle histoire, l'importance du storytelling. Et le storytelling, ça commence là. C'est pas que pour des financiers. Alors, on en parlera. Il y a aussi les financiers et les investisseurs. Bien sûr, Mais le storytelling, c'est aussi pour embarquer les talents, les personnes qu'on a envie de voir travailler avec nous parce qu'elle est très forte, elle est très sollicitée. Toi, tu voulais travailler avec des gens de très haut niveau. Et tu es allé raconter et pitcher déjà avec ton histoire. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que tu as réussi à convertir la première personne à IvenBiz, alors que ça n'existait pas du tout. Non, pas du tout. Donc, elle me dit, accroche-toi, parce qu'on va faire ça en dehors de mes heures et on va travailler le soir, tard. Et pour la petite histoire, étant mère de famille, et puis elle aussi, elle avait sa vie perso, il fallait trouver un endroit pour dire nous réunir le soir jusqu'à tard. Et donc, pour la petite anecdote, on a travaillé dans la bijouterie de sa maman et on a rédigé ce cahier des charges, toutes les deux, main dans la main, dans cette petite bijouterie. On a passé... plusieurs soirs par semaine. Plusieurs soirs par semaine à le rédiger. Non, en même temps, regarde, à force d'être dans une bijouterie, vous avez créé un bijou quand même. Oui, donc, oui, c'est vrai. C'était prémonitoire. J'adore cette histoire parce que ça montre aussi que l'envers du décor de ce que c'est que de monter un projet. On imagine toujours strass et paillettes, on imagine toujours des incubateurs de start-up, Station F et tout. Ben non, il y a des super produits, il y a des super logiciels, des SaaS qui disruptent leur marché et qui se font dans des conditions tout autres, loin des incubateurs, loin des... Je dis pas qu'il faut pas y aller, mais il y a d'autres manières de faire aussi. Oui, il y a d'autres manières d'y arriver.
Ok, donc vous faites ce cahier des charges. Et en plus, Alexia a rejoint le capital Tout à fait. d'Ivenbiz. Tout à fait. Le projet lui a tellement plu qu'elle est rentrée comme actionnaire. Voilà, donc il faut le dire aussi, il faut le signifier. Tu as ton premier actionnaire. Ta Complètement. première actionnaire d'ailleurs. Complètement. Et du coup, ça vient à l'étape d'après. Et c'est très important d'être entouré. Et donc, bien évidemment, l'étape d'après, c'est faire un chiffrage de ce beau cahier des charges et après d'aller lever des fonds. Et toi, tu fais partie, alors on le sait, c'est pas facile de lever des fonds dans la tech quand on est une femme. Et ben tu es la preuve vivante que c'est On peut y possible. arriver. Après, est-ce que c'est facile? Tu vas peut-être nous le dire, c'est facile ou pas. En tout cas, c'est possible. En tout cas, c'est Donc, possible. comment ça s'est passé? Parce que ça aussi, c'est une étape complètement, qui est très complètement. méconnue. On nous montre toujours dans la presse. Alors là, la prochaine étape, après le mot cahier des charges, on passe par business plan. Donc, il faut travailler un business plan. Il faut aller voir son expert comptable et lui dire, voilà, va falloir rédiger un business plan qu'on va présenter à des business angels. Parce que moi, personnellement, il fallait que je trouve des financiers. Et on passe par cette étape. C'est une étape qui n'est pas évidente du tout. Donc, on y va avec Alexia. On arrive à avoir des rendez-vous et très rapidement, on est agréablement surprise parce qu'on pensait que ça allait être bien plus compliqué que ça. On obtient des rendez-vous très rapidement, on explique notre business plan et là, au bout d'un mois, on a de la chance, on tombe sur l'investisseur qui nous dit « Banco, je vous fais confiance, on y va ». On est... Super bonne nouvelle. Ah bah alors là, on se dit c'est trop facile, on dit c'est génial, c'est du rêve. On y croit, on met en place les équipes, parce que forcément, on avait déjà un petit peu une idée je me souviens. de nos équipes, et on Cette annonce étape. la bonne nouvelle à tout le monde, on dit ça y est, on démarre, on a notre premier financier, on y va. Et là, puis, ça se passe c'est pas comme prévu. Non, pas du tout, c'est la déception. C'est la première déception, c'est de se dire, ok, je vois bien qu'il se passe rien, et que les finances n'arrivent pas, et que j'ai plus de nouvelles de mon financier. Et là, c'est un coup dur. Et il faut l'encaisser, c'est pas évident. Et puis, il faut aller dire aux personnes qui sont derrière, qui attendent, qui vous font confiance. Il faut aller leur annoncer la nouvelle qu'on a perdu notre premier financier. Donc, pour résumer, en fait, tu es tombé sur quelqu'un de malhonnête. Complètement. Qui t'a dit j'y vais et qui, en fait, après, n'a jamais versé l'argent. Et en plus, n'a plus donné signe de vie. Et là, il faut l'annoncer. C'est très dur. Hein. Et donc, déjà, c'est dur pour toi. C'est dur pour moi. Je l'encaisse. Parce que, en tant que chef d'entreprise, il faut encaisser. Ouais. Et c'est plus difficile d'aller l'annoncer aux autres. Et donc, je me rappelle de ce jour-là avec Alexia où je lui ai dit, voilà, je dois t'annoncer quelque chose. Donc, au départ, on est contente de se retrouver. On est là pour fêter, entre guillemets, quelque chose. Et puis, on prend notre premier verre. Et puis, elle me dit, il y a quelque chose qui va pas. Je sens bien au son de ta voix. Je te vois, t'es pas comme d'habitude. Et donc là, je lui dis, écoute, faut que je t'annonce quelque chose. On n'a plus de financier. Il est parti. Il donne plus signe de vie. Il donne plus signe de vie, on n'a plus de financier. Et là, je m'attends à sa réaction de se lever et de dire, on arrête tout. Pas du tout, elle a une réaction très positive et que j'oublierai jamais. Elle me dit, on va reprendre un verre ensemble et on va s'inscrire au concours de la Jeune Chambre économique de Monaco. On va montrer Ivenbiz une bonne fois pour toutes. Et c'est ce qu'on fait, on s'inscrit, on monte le dossier et on va à la Jeune Chambre économique, on monte sur scène et on est dans les finalistes. Et très belle expérience. Et j'ai envie de dire, ça nous a redonné de l'aplomb et de se dire, ok, on y retourne et on y va, on fonce. Et de là, en fait, tu as retrouvé un investisseur derrière. Donc, ce qui montre quand même que l'idée, clairement, elle a un intérêt. Il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent. Oui. Celui-là, il a vraiment mis de l'argent. Oui. C'était pas un deuxième faux plan. Non. Mais moi, j'apprécie en tout cas ta transparence parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression que c'est des parcours linéaires, que tout s'est passé très facilement et très simplement. Et c'est vrai que c'est pas forcément le cas. Toi, t'as pas peur de le dire. Moi, je trouve que justement, ça fait que quand on est un chef d'entreprise, on augmente sa résilience. Alors, c'est un mot un peu bullshit, mais dans ton cas, en tout cas, c'est vrai. Moi, j'ai tout vécu. Hein. Je me souviens sur WhatsApp. Et je sais à quel point il y a eu des périodes qui ont été difficiles, mais en tout cas, tu t'es pas laissé abattre. Et le projet plaît et séduit. Tu retrouves un investisseur qui investit plusieurs centaines de milliers d'euros pour te permettre de développer un produit, Ivenbiz, à la hauteur de ce qui est dans ce cahier des charges. C'est exactement ce qu'on voulait. On voulait vraiment monter le produit de rêve, celui qu'on avait imaginé. Et on a eu la chance d'avoir notre financier qui nous a suivis dans notre idée et vraiment de monter le produit jusqu'au bout. Hein. On n'est pas passé par ce qu'on appelle le MVP. On a vraiment monté la solution qu'on voulait. Et pas que moi et pas que Alexia. C'est-à-dire qu'on a monté le produit que notre panel d'experts attendait. Mais justement, parlons-en du développement produit, puisque ça y est, là, tu as les sous, ils sont arrivés. C'est pas le deuxième plan foireux qu'on te fait. Cette fois-ci, on y va pour de vrai. On y va pour de vrai. Et toi, tu as la particularité, déjà, tu as fait énormément d'entretiens pendant ton étude de marché, ça je m'en souviens, et c'est ce qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs à positionner, à commencer à avoir des offres. Alors, à ce moment-là, on n'avait pas complètement les offres, mais on avait commencé à travailler dessus. Et là, tu crées ton panel pour faire comme une sorte de co-création
Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y es prise pour faire ça? Bien sûr. Alors, on a suivi le cahier des charges et on a été étape par étape. On a commencé à monter un premier module, donc c'était le module des contacts. Et à chaque fois qu'on mettait en place un module, tout de suite, on le montrait en fait à notre panel d'experts. Le panel d'experts était composé donc de visiteurs médicaux, de directeurs de vente, de responsables compliance, parce que j'avais effectivement un certain nombre de connaissances dans le milieu. Et tout de suite, ils ont été emballés par l'idée de dire enfin on nous écoute et enfin on va pouvoir monter une solution qui va nous correspondre. Et ils étaient hyper motivés à l'idée de participer en fait à l'élaboration du produit. Si je peux t'interrompre, moi ce que je trouve génial, c'est qu'en fait ce sont toutes des personnes qui ont donné sur leur temps. Oui. C'était du volontariat. Elles ont eu envie de s'impliquer dans un projet parce qu'on leur demandait finalement jamais leur avis sur rien, surtout pas sur l'outil qu'ils utilisaient au quotidien. Et ce que je trouvais hyper pertinent, et je pense que ça pourra aider les personnes qui ont peut-être ce projet et qui nous écoutent ou qui sont en poste dans une entreprise et qui voudraient avoir ce genre de projet, c'est qu'en fait, dans ton panel, tu n'avais pas que les utilisateurs finaux, les visiteurs médicaux, tu avais aussi d'autres personnes qui dépendaient de comment ils allaient utiliser l'outil. Donc des directeurs des ventes, des personnes à la compliance, des décideurs, parce que derrière, il faut questionner ses cibles. Et oui, bien Il sûr. faut aussi savoir ce que les décideurs ont envie de voir. Et c'est ça qui était très très malin, c'est que oui, tu as focusé sur l'utilisateur final, mais pas que. Il fallait aussi que ça plaise à d'autres postes clés de l'entreprise. Donc, je te laisse poursuivre. Du coup, comment tu as... Par exemple, est-ce qu'il y avait une périodicité? Comment tu collectais les retours? Est-ce que c'était des groupes WhatsApp? Comment ça se passait? C'était des visios? Des visios. D'accord. Donc, en plus, ils acceptaient de faire des visios. Ils acceptaient de faire des visios. Je montrais la solution. Donc, on montrait le module. Et une fois qu'on montrait le module, je leur faisais tester. Et donc, tout de suite, donc, tu analysais déjà le comportement, les usages. Oui. Ouais. À chaque module, en fait, qu'on développait, on les faisait tester et on leur demandait ce qui allait pas. Et moi, je voyais aussi la manière dont ils l'utilisaient pour voir si c'était compliqué ou pas. Parce que l'idée, c'était vraiment de travailler sur ce côté intuitivité. Ouais, réduire au maximum les frictions à l'utilisation. On a travaillé aussi avec une UX UI, Céline, qui nous a aidé à travailler sur le design. Ouais. Parce que ce qui revenait aussi souvent, c'était « Ok, les produits sont complexes à utiliser, mais ils sont pas beaux. » C'est pas une question d'esthétique, c'est vraiment l'expérience d'utilisateur. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le milieu des SaaS, si on veut se différencier, il faut offrir une expérience unique et différente et intuitive. Et donc, toi, tu as directement fait le choix d'investir dans une collaboration avec une UX UI. Oui. Tu avais identifié le besoin. J'avais vraiment identifié ce besoin. J'ai dit, tant pis, on met de l'argent dans ce pôle-là, mais il faut le faire. Il faut vraiment qu'on travaille sur le graphisme de la solution. Il faut vraiment qu'elle soit différente de ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et il faut vraiment qu'on arrive à séduire nos utilisateurs. Et c'est comme ça qu'est né finalement, puisqu'il y a une particularité dans Ivanbiz, alors sans être trop détaillé dans la solution, mais c'est que tu as un système de widget qui n'existe pas dans les autres solutions et qui permet justement d'accéder plus facilement à, on va dire, les fonctions clés de manière beaucoup plus intuitive. Et ça je sais très bien que ça a énormément séduit. Ça a beaucoup plu. Et c'était quelque chose qui revenait en fait au travers des études de marché, c'est de se dire de la collecte d'informations dans une plateforme est très compliquée. Et forcément, quand on dit compliqué, le visiteur médical ne l'utilise pas. Donc, on a mis en place, effectivement, en page d'accueil, des widgets, ce sont des tableaux de bord, des indicateurs qui sont précieux pour les visiteurs médicaux pour collecter tout de suite l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un visiteur médical qui monte dans sa voiture, qui n'a pas travaillé son secteur sur la semaine, parce que on sait tous, on a tous une vie de famille, c'est pas toujours évident. Ils ont de larges secteurs, ça reste des commerciaux, passent beaucoup de temps dans leur voiture. Ils n'ont pas travaillé. Au travers des tableaux de bord qu'on leur a mis en page d'accueil, ils sont capables aujourd'hui de se dire « Ok, aujourd'hui, je sais que je dois aller travailler sur tel secteur parce que tel secteur a besoin de moi. » Donc, c'est vraiment user first. C'est vraiment utilisateur en premier. Oui. OK. Et ça, le fait de travailler avec un panel d'experts. Alors, panel d'experts, c'est surtout des utilisateurs. C'est pas forcément des experts qui se disent il faut faire ça, mais c'était vraiment des gens soit vraiment terrain, soit qui utilisaient ce que les gens du terrain allaient collecter. Ça a permis de créer une solution positionnée sur l'ergonomie et la collecte de données, et ce qui aujourd'hui permet aux utilisateurs d'Ivanbiz de collecter probablement beaucoup plus de données qu'avec d'autres logiciels. Est-ce qu'il y avait un autre problème qui t'avait sauté aux yeux durant tes entretiens et sur lequel tu t'es focalisé? Parce que ce qui est vraiment intéressant, je trouve, quand on construit une offre, quand on construit un produit, c'est de se dire à quel problème je m'adresse et qu'est-ce que je vais résoudre que les autres ne résolvent pas. Alors, il y avait un autre problème, effectivement, c'était la redondance de saisie. Alors, ce qui se passe, c'est que certains laboratoires décident, et j'ai pas forcément la réponse, je ne sais pour quelle raison, décident de multiplier les outils. Donc, ils ont un outil de saisie de visite, un outil de saisie d'activité. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, on emmène le visiteur médical à faire de la redondance de saisie. Donc, le visiteur médical va à la fois saisir sur un outil les visites, et puis en même temps, il va aller saisir sur un autre outil son activité. Mais les mêmes données, du coup. Mais les mêmes données. D'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que je te dis, j'ai pas la réponse, je comprends pas pourquoi. À mon avis, c'est parce qu'en fait, historiquement, ils prennent
un outil, puis un autre pour répondre un peu plus à chaque besoin. Et du coup, ça fait une sorte de tambouille interne qui t'oblige à faire des doubles, triples, quadruples saisies sur certains outils. Et ça les fatigue. Ça les fatigue. Ça les fatigue. Et l'idée, c'est comme je te disais, au travers de l'étude de marché, c'est vraiment, on a vu qu'il y avait la complexité des solutions qui étaient existantes, les visiteurs médicaux avaient du mal à prendre en main. Il y avait ce côté, donc, manque d'intuitivité, manque d'ergonomie sur les solutions. Et puis, il y avait aussi ce travail à faire sur la redondance de saisie. Qui te fait perdre du temps. Qui fait perdre beaucoup de temps aux commerciaux et de se dire, OK, alors à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour éviter cette redondance de saisie? Et on a travaillé dessus aussi avec Ivenbiz. Pour adresser ce problème. Oui. Donc, le produit est développé, on va dire, à 90%, 80-90%. Et comme toute entreprise, tu dis, maintenant, il faut avoir les premiers clients. Et ça, tu sais que c'est le truc le plus mystérieux, c'est comment je trouve mes premiers clients. Alors, c'est vrai que dans le milieu du service, souvent, tu vas te dire, mes premiers clients, ça peut être mon réseau, ça peut être d'anciens employeurs. Mais quand on a un produit, parce que là, on parle vraiment d'un produit, d'un SaaS, quelque chose qui a été développé plusieurs mois, certes avec un panel, mais comment on va chercher ses premiers clients? On fait jouer ses relations. D'accord, donc tu as joué le réseau. J'ai joué le réseau. Et je pense que c'est clairement une leçon que tout le monde peut garder en tête. Faites jouer votre réseau. Regardez qui peut vous présenter quelqu'un, qui peut être éligible. Donc, toi, c'est ce que tu as fait. Oui, j'ai travaillé mon réseau. J'avais de très bonnes relations avec mes anciens collègues. Et donc, quand j'ai montré l'outil, puis il faut dire aussi que j'avais une belle vitrine. J'avais les visiteurs médicaux qui avaient participé à l'élaboration du produit. Qui représentaient eux-mêmes plusieurs labos en plus. Mais bien sûr, et donc du coup, ils avaient eux-mêmes envie d'en parler et de faire remonter l'information comme quoi un nouvel outil était sur le marché et qui, cette fois-ci, il avait été pensé pour eux. Et donc, j'avoue que ce premier client, il est arrivé très vite. Il est arrivé très vite. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse dévoiler son nom aujourd'hui parce qu'il y a des clauses de confidentialité, oui. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un gros labo international dans les produits ophtalmiques, c'est ça qu'on dit? Oui, tout à fait. J'ai eu on peut dire cette chance, ou peut-être pas. Parce que là, finalement, tu as bossé pour quand même. J'ai bossé pour, et puis le produit est beau. On l'a appelé Bijou tout à l'heure, et je pense qu'on peut le dire. J'ai pas eu trop de mal, en fait. Une fois que je l'ai montré, on a vraiment trouvé un vrai attrait. Et pour avoir fait donc la formation auprès des visiteurs médicaux, ils n'ont pas eu du tout de mal à le prendre en main. Pour eux, ça a été vraiment une belle formation, et je peux dire qu'en fait, ils n'ont pas eu de mal à l'utiliser. Ouais. Mais ça, c'est... Le résultat était là. Et puis, il faut voir que ce labo, moi, je pense qu'on n'achète pas un logiciel juste parce qu'il est beau, clairement pas. C'est pas juste parce qu'il est beau, c'est parce qu'en fait, ils ont vu que ça répondait à leurs problèmes. À leurs besoins. À leurs besoins, que c'était ce qu'ils recherchaient. Donc, c'est ce qu'on appelle l'adéquation produit-marché. C'est OK, j'avais pas trouvé de solution comme ça jusqu'à maintenant. Et eux, ils y sont allés cash puisque tu as plusieurs dizaines d'utilisateurs au sein du labo. Ils n'ont pas juste pris 2 licences. Non. Ils ont dit, on équipe tout le monde. On équipe tout le monde. Et ce qui se passe finalement, c'est que du fait de l'avoir pensé comme ça, l'adoption est très rapide. Oui, je l'ai vu, je l'ai constaté moi-même parce que c'est moi-même qui ai formé donc, les équipes. Ça s'est très, très bien passé. C'est-à-dire que j'ai fait une formation. Ils ont pu l'utiliser en même temps que moi. Donc, c'était sympa parce que du coup, ils ont pratiqué. Et c'est ça qui est important. C'est pas juste de faire une formation, de montrer les fonctionnalités, c'est la pratique. Et là, en fait, on s'est retrouvés un peu au moment où on faisait tester les modules. Et je me suis rendu compte qu'au final, ils prenaient l'outil en main très rapidement et très facilement. Ils allaient même plus vite que moi sur certaines choses, sur certaines étapes, parce que justement, on avait atteint notre objectif de dire, voilà, on a réussi à faire un produit pensé vraiment spécifiquement pour les utilisateurs. Alors, le produit, il a été pensé pour les utilisateurs. Et on sait que de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Mais on sait aussi qu'il y a le produit et il y a l'offre. Et moi, je le dis souvent, l'ergonomie du produit, ce n'est pas forcément l'ergonomie de l'offre, parce que je vois souvent des très beaux produits mais qui ont du mal à se vendre parce qu'on ne comprend pas quelle est l'offre. On ne comprend pas ce qu'il y a dedans, on ne comprend pas en quoi c'est différent des autres, le prix, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et c'est vrai que pour commercialiser, ce n'est pas juste le produit qui doit être bien, c'est d'avoir construit des offres qui correspondent à ce que le marché et les décideurs attendent. Parce que là, ceux qui prennent les décisions, ce n'est pas forcément les utilisateurs. Et ça, on l'avait bien travaillé ensemble d'ailleurs, pour construire des offres qui soient différenciantes et attractive, sans que ce soit non plus compromettant pour Ivenbiz, évidemment. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as travaillé? Comment on a travaillé? On a travaillé ensemble. Oui, mais on ne l'a pas fait au hasard. Il y avait quand même une vraie logique dedans. Je voudrais vraiment t'entendre sur le sujet. Sur cette partie offre, on a pris en compte les besoins donc pour adresser l'offre. On a fait ce fameux pack essentiel. Et dans ce pack essentiel, on a réuni donc les principaux besoins des équipes commerciales. Donc effectivement, dedans, ils vont retrouver leur agenda, leurs contacts, leurs visites, leurs activités, les statistiques. Donc ce module statistique qui fait très peur et qui, au final, sur Ivenbiz ne fait pas peur du tout puisqu'il est pensé pour eux et déjà conçu. Et donc ça, c'est ce fameux pack essentiel. Et aujourd'hui, un visiteur médical, il n'a pas besoin de plus.
Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, si je peux résumer en propos marketing, c'est qu'en fait, cette première offre, c'est celle qui permet déjà d'avoir beaucoup de valeur. Oui. Nous, ce qu'on voulait éviter, je me souviens avoir des discussions avec toi, c'est d'avoir des offres où finalement, tu n'as que la moitié de la valeur. Donc, on a vraiment focalisé sur le problème, la première étape du problème, et on doit la résoudre absolument. Et effectivement, il y a une autre offre complémentaire derrière si tu veux résoudre plus de problèmes, mais tu n'es pas obligé d'aller forcément prendre celle-là pour déjà commencer à résoudre le problème et collecter de la donnée. Parce que ça, je me souviens, c'était à tous les étages. Peu importe ce que je choisis, il faut que le problème de la collecte de données soit résolu. Après, comment on traite la donnée, effectivement, il y a des offres supérieures qui vont t'aider à traiter cette donnée. Mais ce que je trouvais hyper intéressant dans ton approche et dans ce travail de collaboration ensemble, c'est quelle est la première valeur qu'on peut apporter et qui fait que ça fera l'effet waouh. Et c'était le premier niveau. C'est-à-dire que même avec le premier niveau de Hive & Biz, on a l'effet waouh. Oui, parce qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour dire de satisfaire le visiteur médical. Et pas que le visiteur médical, son directeur de vente, son Mais il n'y a pas de déception avec le premier niveau. Il n'y a pas de déception parce que ça m'est arrivé, parce que je l'ai vécu moi-même. J'ai participé moi aussi à l'achat de CRM et on vous montre le CRM avec toutes les fonctionnalités, on fait waouh, il y a tout ça. Génial. Il y a tout. Et puis après, vous l'achetez forcément. Puis vous n'avez pas forcément lu. Vous savez, c'est comme quand on vous fait les conditions de vente. On n'a pas lu toutes les petites lignes. On ne lit pas toutes les petites lignes parce que ça nous agace très rapidement. Et là, en fait, je prends mon téléphone et je dis mais ce que j'ai vu en formation, je le vois pas. Ah ben non, c'est payant, c'est une option supplémentaire. Ah bon? Ah ben oui, madame. Et donc en fait, c'est la déception parce que vous pensez avoir acheté une Rolex. Et on a une Swatch. Même si j'aime Swatch, attention, no offense Swatch. J'aime beaucoup aussi. Mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Donc, on vous vend du rêve, souvent. Et après, c'est la déception parce que vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez que la moitié de ce que vous avez vu lors de la formation. Alors, c'est un parti pris. C'est vrai que nous, quand on a travaillé ensemble, c'est un parti pris de se dire, dès le premier étage, on va dire, on a de la valeur qui répond déjà bien à un problème. Après, il y a un deuxième étage qui répond encore à un autre problème. Un autre problème. Mais pas ce côté, il faut payer en plus ceci et ça en plus. Non, je ne voulais pas. Voilà. Je ne voulais pas aller là-dedans, je voulais être honnête dès le départ et je pense que c'est important. Et c'est ce qui a fait aussi que tu as eu ton premier client rapidement parce qu'il s'est dit Il y a un vrai travail de collaboration et de confiance qui se met en place. Et sans dévoiler aussi toute la stratégie d'offre, parce que c'est vrai qu'on a quand même passé beaucoup de temps, parce que c'est relativement complexe. Il y a aussi un autre point sur lequel on a travaillé, c'était ce qui était réapparu aussi de l'analyse concurrentielle, c'était que chez les autres, chez les concurrents, c'était assez opaque sur la récupération des données, sur comment je faisais. Il y avait une grosse relation de dépendance à son fournisseur, à son prestataire, à son éditeur de logiciel. Oui. Et toi, tu as pris le parti d'offrir de l'indépendance à tes clients avec des administrateurs qui pouvaient gérer une grosse partie de l'administration du logiciel et pas systématiquement payer de la prestation. Oui. Et ça aussi, on se rend compte aujourd'hui que c'est un argument qui plaît beaucoup. C'est un argument qui plaît beaucoup parce que pour chaque chose qu'on voulait modifier dans l'outil, il fallait à chaque fois passer par l'éditeur de logiciel pour dire d'arriver à la modification. Et du coup, ça doit passer par des processus de validation qui sont souvent pas validés. Donc, ça crée de la frustration chez les utilisateurs qui n'ont pas ce qu'il leur faut. Pas ce qu'il leur faut. Et donc, par exemple, je te prends un exemple simple aussi. Moi, j'ai pris parti que leur base de contact leur appartienne. Et donc, ils la modifient eux-mêmes. Et chez certains de mes concurrents, la base de données, elle est commune. Et donc, quand un visiteur médical d'un certain laboratoire modifie une fiche, l'autre laboratoire ne peut pas la modifier parce que c'est pas passé par l'éditeur de logiciel. C'est une frustration terrible parce qu'au final, on a l'impression que le produit ne nous appartient pas. Et moi, j'ai pris parti de dire non. Il faut leur laisser un peu de liberté parce qu'aujourd'hui, les stratégies commerciales au sein des laboratoires, elles bougent très rapidement parce qu'il faut être à l'affût de son marché. Et donc, il faut, à l'intérieur, on va dire, du laboratoire, trouver un administrateur, une personne qu'on va former et qui pourra adapter la solution au marché, chez eux, très rapidement, et sans créer de frustration, comme tu disais. Donc en fait, toi, tu as vraiment travaillé sur le côté, le client a la souveraineté sur ses données. Oui, c'est important. Oui, c'est important, je suis d'accord, parce que c'est une grosse demande, et aujourd'hui, comme tu dis, ils ont besoin de s'adapter tellement vite en termes de stratégie, que si derrière l'outil n'est pas adaptable rapidement, en fait, tu perds en performance très rapidement. Mais oui, bien sûr. Et tu frustres tes équipes. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant et merci de partager tout ça parce que, voilà, on parle d'un marché qui est hyper concurrentiel. Tu as probablement des concurrents qui vont écouter ce podcast, mais c'est pas grave. Toi, tu fais le choix de partager. Donc, moi, j'apprécie beaucoup. Et si vous écoutez, vous vous rendez bien compte qu'une offre et un produit, ça se construit pas uniquement pour faire plaisir aux utilisateurs, même si c'était la première étape, mais c'est aussi pour que les décideurs derrière, ceux qui sont en charge de la stratégie, ils aient pas cette frustration de se dire « Ok, j'ai créé un outil génial pour mes utilisateurs, mais finalement, moi, je suis pieds et poings liés. Eux, ils sont contents, mais pas moi. » Non, tu as vraiment pensé à tous les niveaux de décision dans l'entreprise. Donc, on l'a vu, c'est un super parcours. Aujourd'hui, il y a des clients, on a tout retracé de l'idée à la commercialisation.
Mais on a vu que c'était pas si simple, que les challenges, ils sont là au quotidien. Et Rebecca, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire quels sont les challenges du moment pour Ivenbiz, puisque on le sait très bien, là on a vu du début jusqu'à la commercialisation, mais c'est loin d'être fini cette histoire. Oui, c'est une aventure qui continue, j'ai envie de te dire, Sandy. Et qui prend du temps. Et qui prend du temps. Donc, l'idée, c'est de continuer à développer l'image de Ivenbiz. Bien évidemment, de mettre l'accent sur la prospection. Et pour conclure, de continuer à satisfaire nos premiers clients, ceux qui nous ont fait confiance. Et de continuer, bien évidemment, le développement. Merci Rebecca d'être venue au micro de My Marketing Podcast et d'avoir répondu à toutes ces questions. Je t'avais prévenu, tu étais mitraillée. T'as bien tenu le coup, c'est cool. Je pense que ça a été utile vraiment aux personnes qui nous écoutent, qui se demandent comment on passe de 0 à 1. De 0, alors quand je dis 1, c'est j'ai des clients. J'ai des clients parce que là, il y a 2, 3, 4, 5, 10, 1 million qui arrivent. De démystifier un peu ces parcours-là. Et j'ai été ravie de te recevoir. Je te remercie, Sandy. Où est-ce qu'on peut te suivre, Rebecca? Parce que tu es active, toi. On te voit sur les réseaux. Sur LinkedIn, principalement sur LinkedIn. Donc, allez suivre Rebecca sur LinkedIn. N'hésitez pas à lui envoyer un message, d'ailleurs. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, si vous avez des connexions dans les laboratoires pharmaceutiques, si vous avez envie de soutenir Rebecca, d'aller un peu plus loin et de faire suite cet épisode. Merci à toi. Merci.